C'est un des premiers colloques sur ce thème des biofilms, qui est assez méconnu en France, relativement plus aux États-Unis. Je remercie d'ores et déjà le premier conférencier. Comme nous avons peu de temps puisque nous sommes en retard, je vais présenter à chaque fois chaque conférencier. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir M. Thierry Jouel. Et la conséquence faisait qu'au bout de 15 jours à 3 semaines, la grande majorité des bactéries présentes dans ce conteneur n'étaient plus sous la forme planctonique, en suspension, mais adhérées à des surfaces internes de ces citernes. On était là en 1943, il y avait à l'époque d'autres préoccupations que de s'intéresser aux biofilms bactériens, et je dirais que cette remarque, ces travaux sont restés relativement anecdotiques, à peu près une quinzaine, une vingtaine d'années. Jusqu'aux travaux de ces deux personnes. Le premier d'entre eux, le cow-boy, c'est William Sharakley, c'était un Américain, il est décédé en 1992, et c'est lui qui a vraiment impulsé les travaux sur les biofilms bactériens. À son décès, c'est un autre William, mais c'est aussi un Canadien, William Costerton, qui a repris le flambeau, et c'est vraiment sous l'impulsion de cette équipe de William Costerton que, je dirais, l'étude sur les biofilms a connu un essor extrêmement important. William Costerton a été, je dirais, le fondateur du premier centre sur les biofilms que vous voyez ici en haut à droite, qui est localisé dans les Rocheuses, dans le Montana. Vous avez ici à droite donc le nombre en fait de papiers, et vous voyez donc ce nombre croissant de papiers lorsqu'on met simplement en tac sur la base PubMed le simple nom biofilm en tant que soit titre ou résumé. Alors, vous trouverez dans la littérature un très grand nombre de définitions concernant les biofilms. J'en ai ici répertorié un certain nombre. La première d'entre elles, en 1978, c'est donc une définition par William Costerton qui définissait les biofilms comme une matrice biopolymère encapsulant une population bactérienne adhérée entre elles et ou sur une surface. Justement, la deuxième définition est de William Sharakley, où là, il définissait la biofilm comme une association de micro-organismes qui étaient inclus dans une matrice exopolymère qui était généralement attachée à la surface de toutes sortes de matériaux, tels que les métaux, les plastiques, les particules, les sols et les tissus. Vous voyez qu'une différence majeure entre ces deux définitions, c'est qu'on est passé dans un premier terme à une population bactérienne, au terme de micro-organismes. On sait en effet aujourd'hui que tous les micro-organismes, bactéries, levures, mais également virus, sont capables de former des biofilms. La troisième définition est celle de Bosch-Giraud, qui définit un biofilm comme une structure très organisée, avec de nombreuses communications intercellulaires pour assurer un équilibre et un mode de vie coopératif. On voit ici des mots importants, communication intercellulaire, et également ce mode de vie coopératif qui est extrêmement important dans le mode de vie sessile. La dernière définition ici en 2006 pour un biofilm. Le biofilm est ici défini comme un ensemble de microcolonies entourées de matrices hautement hydratées, anioniques et constituées d'exopolysaccharides. Des éléments également extrêmement importants, donc une matrice d'exopolymères, essentiellement des exopolysaccharides, mais pas que. Il y a dans la matrice, bien sûr, des sucres, mais également des lipides, de l'ADN, par exemple. Et puis une matrice qui est chargée, qui est donc effectivement généralement anionique. La dernière définition, eh bien, c'est une définition moi, que je donne très souvent à mes étudiants. Pour définir un biofilm, je définis un biofilm comme un consortium de micro-organismes qui sont auto-assemblés, qui sont localisés à une interface. On sait en effet qu'on peut avoir des biofilms, bien sûr, une interface solide-liquide, c'est les premiers biofilms qui ont été mis en évidence, mais on peut très bien avoir des biofilms qui vont se développer sur des interfaces, par exemple liquide-air, à la surface de liquide. Vous avez ici à gauche un biofilm de staphylocoque doré sur une prothèse aortique. On voit très bien ici donc non seulement les cocines, mais également les exopolymères qui sont produits, c'est ce que les petites boules que l'on voit ici, ces exopolymères qui forment de véritables pompes, une glue, à la surface, donc sur la surface de ce davant. Et puis à droite, vous avez ici un biofilm d'Acinetobacter baumannii, à une interface qui est une interface RO. On voit très bien ici le cocobacille, mais également les pili, qu'on voit très bien ici, et qui forment une véritable architecture qui permet une résistance mécanique à ce biofilm à la surface du liquide. Alors ces biofilms, ils sont omniprésents. On va les retrouver, je dirais, partout. Ils vont servir de réservoir pour le développement et la dissémination des agents pathogènes. Ils sont en effet observés sur la quasi-totalité des surfaces solides exposées à un environnement humide. Et donc ces bactéries possèdent la capacité, et tous ces
micro-organismes d'adhérer sur de nombreuses surfaces. Vous avez ici quelques exemples. Bien sûr, ici un macro-fouling marin qui est bien connu des gens qui font du bateau. On va le retrouver également au niveau d'un certain nombre de pathologies comme les optiques, les pneumonies, les endocardites, j'y reviendrai, au niveau des plaies également, des plaies profondes, des escarres par exemple, et puis on va les retrouver également dans le domaine industriel au niveau de la biocorrosion. Le coût de la biocorrosion en France actuellement c'est 2,5 milliards d'euros, donc essentiellement lié donc, à la présence de ces biofilms. Vous avez ici à droite également un très beau biofilm, c'était ici un gonocoque sur le fil d'un stérilet. Alors, il faut savoir que cette notion de biofilm n'est pas née avec notre société moderne. On retrouve en fait dans certaines archives quelques informations sur les biofilms, et entre autres sur un papyrus qui date de 412 avant Jésus-Christ, où il est décrit pour la première fois donc, que les Égyptiens étaient confrontés à ce problème de fouling sur les bateaux qui naviguaient sur la mer Rouge. Et ils combattaient ce fouling marin par un mélange d'huile d'olive bien sûr, qui était enrichi en arsenic et en soufre, de façon à éliminer donc la colonisation des coques de navires. Et Christophe Colomb lui-même était, je dirais, confronté à ce problème de macrofouling, puisque dans ses carnets de bord, on peut retrouver justement quelques remarques, et pour décourager ce qu'il appelait la colonisation par les berniques, eh bien, il utilisait, je dirais, un mélange de suif et de vase, et il enduisait donc la coque de ses bateaux pour justement dissuader les micro-organismes, et donc ensuite les crustacés d'adhérer sur cette coque. Alors, si on parle beaucoup des biofilms, c'est qu'une des caractéristiques majeures, principales même de ces biofilms, est leur très forte résistance aux inhibiteurs. Vous avez ici un biofilm de staphylocoque doré traité à la verciline, et donc ces biofilms que vous voyez ici là à gauche ont été ensuite colorés par deux sondes, une sonde fluorescente verte, qu'on appelle le cytoneuve, qui permet de colorer les bactéries dites vivantes, la notion de viabilité reposant là sur une intégrité de la paroi bactérienne. Les bactéries mortes, dites mortes, donc fortement altérées, étant colorées en rouge. Vous avez sur la gauche, ici un biofilm, le biofilm contrôle, donc sans traitement. On voit très bien que la quasi-totalité des bactéries fluorescent en vert. Très peu de bactéries fluorescent ici en rouge. L'information principale, c'est que quand on va traiter ce biofilm ici avec cette pénicilline, eh bien, on retrouve en majorité une très forte coloration verte, montrant en fait que les bactéries sont complètement insensibles à ce traitement antibiotique lorsqu'elles sont organisées en biofilm. C'est ce qu'on voit également sur ce histogramme qui est localisé, donc ici à droite, avec le contrôle ici, le planctonique et le biofilm, et donc la population bactérienne ici en mode planctonique, et donc qui montre l'efficacité effectivement de l'antibiotique sur ces bactéries en suspension, mais une très forte résistance des bactéries organisées en biofilm, c'est ce qu'on voit ici en violet sur la droite. Alors cette infection sévère à biofilm est souvent consécutive en fait à un premier épisode infectieux qui va survenir chez des patients souvent, je dirais, présentant un terrain favorable, typiquement souvent immunodéprimés par exemple. Alors je vous ai mis ici une liste vraiment très très partielle de certaines infections qui sont associées directement à la présence d'un biofilm. On va retrouver ces biofilms associés donc à un certain nombre de bronchites chroniques par exemple, et en particulier dans le cas de la mucoviscidose. On va retrouver souvent des biofilms essentiellement à Pseudomonas aeruginosa, un tout petit peu à Staphylocoque doré. Ces biofilms sont bien sûr aussi directement impliqués dans les caries dentaires via la plaque dentaire qui n'est ni plus ni moins qu'un énorme biofilm constitué actuellement dont on sait qu'elle est constituée de plus de 500 espèces bactériennes. On va les retrouver bien sûr sur tout ce qui est plaies chroniques, avec une forte présence des staphylocoques, dans également les cystites, les pyélonéphrites, les endocardites également. On va les retrouver dans les kératites, mais également les péritonites, prostatites, sinusites, etc. Avec donc, vous voyez, un très grand nombre de micro-organismes, de bactéries impliquées, aussi bien des bactéries gram-positives que des bactéries gram-négatives. On sait aussi qu'il y a un lien aujourd'hui entre les biofilms bactériens et le cancer colorectal. On ne sait pas en fait si c'est une cause ou un effet, néanmoins il a été mis en évidence une corrélation entre la présence d'un biofilm et la diminution de production d'icadérine par des cellules épithéliales, et donc la forte présence de biofilms surtout sur des intestins qui étaient donc victimes d'un cancer colorectal. C'est ce qu'on voit ici.
Ici, les bactéries fluorescent en rouge, puisque leur ADN a été coloré. Et donc, vous voyez ici, par exemple, ici, un intestin, je dirais, présentant une tumeur colorectale. On voit très bien ici la présence énorme de ce biofilm qu'on ne va pas retrouver ici, par exemple, sur un intestin qui est sain. Donc actuellement, on a pu mettre en évidence effectivement une corrélation entre ce cancer colorectal et donc la présence d'un biofilm. On sait également qu'il y a un lien entre la présence de biofilm et la maladie de Crohn. On a ainsi pu mettre en évidence une augmentation du nombre d'Escherichia coli, de Serratia marcescens et de Candida tropicalis chez les patients atteints de la maladie de Crohn. C'est ce que vous voyez ici sur cette figure, avec donc en bleu la présence donc, de ces micro-organismes chez les patients atteints de la maladie de Crohn, et donc en grisé donc la présence de ces micro-organismes chez les patients qui ne le sont pas. Et vous voyez que donc on va retrouver effectivement l'Escherichia coli vraiment exprimée de façon extrêmement importante, très présente chez les patients qui sont malades. Ici, on va également retrouver la Serratia marcescens également de façon assez spécifique, et également donc le Candida tropicalis. Il a pu mettre mis en évidence donc, au laboratoire que ces trois micro-organismes étaient capables de travailler en synergie et de former un biofilm très adhérent sur un épithélium intestinal. Bien sûr, les biofilms sont également connus pour être fortement impliqués dans toutes les infections prothétiques. Vous en avez ici une liste partielle. Donc, ils vont être impliqués dans toutes les infections, les cathéters veineux centraux, des pacemakers, des prothèses orthopédiques, sondes d'intubation, sondes urinaires, stérilés, sutures, valves aortiques, tubes de ventilation. Bien sûr, aussi la problématique à lentilles de contact, qui est directement un problème de développement de biofilms sur ces lentilles de contact. Vous voyez ici également le grand nombre d'espèces bactériennes qui sont impliquées, avec bien sûr une forte présence du staphylocoque epidermidis ou aureus, mais également de l'Escherichia coli, l'Acinetobacter baumannii, qui est un pathogène opportuniste qu'on rencontre de plus en plus souvent, et en particulier sous la forme de biofilms, puisque c'est un micro-organisme qui adhère extrêmement bien et qui résiste à la dessiccation. Tout 5 étapes que j'ai résumées ici. Vous avez ici en bleu donc, un support, et donc lors de la formation du biofilm, eh bien, il va y avoir dans un premier temps ici une adhésion réversible de ces micro-organismes qui vont rentrer en contact avec cette surface. Ils vont rentrer en contact généralement de deux manières, soit de façon complètement aléatoire, soit effectivement également par chimiotactisme, puisque cette surface va avoir tendance à accumuler les macromolécules, protéines, sucres, etc. Et donc automatiquement les micro-organismes vont être attirés par cette surface et remonter en fait d'une certaine manière le gradient. On est là dans une adhésion réversible, c'est à ce stade que les bactéries sont encore capables de quitter cette surface. Entrent en jeu ici des forces faibles, des forces, des forces électrostatiques, mais également l'hydrophobicité de surface et la rugosité de la surface. La deuxième étape est une étape qu'on appelle irréversible, c'est-à-dire que les micro-organismes vont se fixer de façon irréversible sur cette interface, sur cette surface, en produisant un certain nombre d'exopolymères qui vont agir d'une certaine manière comme une glue, et en produisant un certain nombre d'impadices, en particulier les fimbriers, les lipides de type 4, et j'y reviendrai. La troisième étape est la formation de la microcolonie, de microcolonies, c'est-à-dire que le biofilm va là atteindre, je dirais, une structure tridimensionnelle. Il n'aura plus un biofilm simplement en X et Y, mais également en Z. Et donc, ce biofilm va acquérir une certaine épaisseur avec le développement, bien sûr, de microcolonies, mais également donc une forte production de la matrice polymère. L'étape 4, c'est la formation vraiment de ce biofilm, c'est ce qu'on appelle la maturation de ce biofilm. Vous avez ici un biofilm qu'on dit souvent en champignon, en mushroom. C'est un biofilm typique de Pseudomonas aeruginosa, mais qui ne concerne vraiment que cette espèce bactérienne. On a des biofilms de toute forme, et donc il ne faut pas simplement toujours donner cette forme de mushroom, attribuer cette forme de mushroom au biofilm bactérien. Et enfin, donc, la cinquième étape, c'est une étape qu'on appelle le détachement.